Bienvenue sur All Time, l'émission qui classe de façon subjective et assumée les meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. Aujourd'hui, oubliez toute histoire de classement, car nous allons vous parler d'un sujet grave, les criminels en NBA. Autant vous prévenir tout de suite, ce contenu ne s'adresse pas à tout le monde. Bien entendu, nous ne rentrerons pas dans les détails les plus trash, mais certaines histoires peuvent heurter la sensibilité d'une partie de notre public. Si vous vous sentez concerné, nous vous avons indiqué en timecode à partir de quel moment la vidéo bascule de personnages peu fréquentables à de véritables criminels endurcis. Vous êtes prévenus. C'est parti! Dans ce top, Caron Butler tient une place à part. En effet, le champion 2011 avec les Mavericks de Dallas est aujourd'hui un citoyen exemplaire, un fier représentant de la hit culture. Pourtant, cela n'a pas toujours été le cas. Durant son enfance, le futur All-Star grandit dans un environnement particulièrement chaotique. Selon ses dires, il devient dealer à seulement 11 ans, un âge anormalement précoce pour sombrer dans la délinquance. 4 ans plus tard, il compte déjà 15 arrestations. Cela lui vaut un long séjour en centre de détention pour mineurs. C'est lors de cette incarcération qu'il tombe amoureux de la balle orange. Le basket devient son exutoire, sa porte de sortie vers un avenir meilleur. Complètement investi, Caron se fait repérer par la prestigieuse université de Yukon. Il intègre la NBA en 2002 avec la carrière qu'on lui connaît. Une belle histoire de rédemption comme on les aime. Connaissez-vous Jason Williams? Non pas White Chocolate, mais l'autre. Prospect très en vue au lycée, l'intérieur effectue un parcours NBA plutôt correct. Role-player parmi tant d'autres, il se distingue surtout par sa voracité au rebond, notamment sous le panier adverse. Un soir d'octobre 97, il va jusqu'à en gober 17. Après 2 ans à fréquenter les bars glauques de Philadelphie en compagnie de Sir Charles, le natif de Ritter atterrit dans le New Jersey. Saison après saison, l'intérieur progresse, jusqu'à devenir All-Star en 1998. Hélas, juste avant qu'une blessure ne l'oblige à raccrocher les sneakers. Dans la vie, à part la balle orange, Jason a une autre passion, les armes à feu. En 92 déjà, il avait été surpris à ouvrir le feu au pistolet automatique sur le parking du Meadowlands Sport Complex. Drôle de hobby, sauf qu'à force de faire mumuse avec ses joujoux, l'excité de la gâchette commet l'irréparable. En février 2002, le néo-retraité fait visiter sa résidence d'Alexandria Township à Kostas Christofi, un chauffeur de limousine, quand le coup part tout seul. Christofi est abattu sur le coup. Et un aller simple pour la prison. Voilà ce qui arrive quand on joue avec un fusil de chasse. Une mort digne de la scène de la voiture dans Pulp Fiction. Dans sa vie, William Bedford a passé plus de temps derrière les barreaux que sur les parquets NBA. Plus d'une décennie contre 6 petites saisons. Lors de son arrivée dans la Grande Ligue, le pivot est pourtant considéré comme un grand espoir, un futur franchise player. Ses problèmes de drogue en décideront autrement. Sélectionné par les Suns à la 6e position de la draft 86, il fait partie des Bad Boys titrés 4 ans plus tard. Son addiction le pousse vers la sortie peu de temps après. Dès 2001, il effectue son 6e séjour en prison pour trafic de marijuana. En 2004, c'est pour de la blanche que Bedford tombe une 7e fois. La fois de trop. Il écope de 10 ans de prison. À sa sortie, l'ex-basketteur et désormais ex-dealer retourne à l'université en espérant devenir un meilleur homme. Depuis, il coach les jeunes de la ville de Memphis avec un seul objectif, éviter qu'ils ne tombent dans les mêmes travers. Encore une victime de la draft 86, une cuvée maudite, où Bedford figure aux côtés de Len Bias et Chris Washburn. Ce sont ces destins brisés qui obligent David Stern à enfin prendre des mesures drastiques concernant l'usage de stupéfiants en NBA.
Marvin Barnes incarne à lui seul tous les maux de la NBA des années 70. Les gangs d'abord, mais aussi et surtout la drogue. Au lycée, Marvin est la star de son équipe, qu'il porte jusqu'au titre d'État. Détail important, car c'est son blouson de champion qui permet de l'identifier lors d'une attaque de bus à main armée. L'intérieur récidive à l'université quand il agresse un coéquipier à coups de démonte-pneus. Malgré son passif houleux, Barnes est tellement talentueux qu'il est drafté en 2e position par les Sixers en 1974. Cependant, il préfère rejoindre la ABA où les St. Louis Spirits lui offrent un pont d'or de plusieurs millions de dollars. Rapidement, il devient l'une des attractions principales de la ligue aux côtés de Dr. J et de Artis Gilmore. Son statut de star lui brûle les ailes. Marvin dépense sans compter. Des voitures de luxe, des habits de marque, des prostituées et aussi énormément de cocaïne. À la fusion de la ABA et de la NBA en 1976, celui que l'on surnomme Bad News rejoint les Pistons. Il se fait arrêter pour possession illégale d'armes à feu en se rendant à son premier training camp. Ça commence bien. Désormais accro, Barnes consomme ouvertement de la coke pendant les temps morts. Inexorablement, la drogue l'éloigne prématurément des parquets. Son après-carrière est tout aussi chaotique. 19 cures de désintoxication, 4 séjours en prison et plusieurs années passées à la rue. À l'aube du 2e millénaire, il finit par se libérer de ses démons et s'engage dans la prévention contre les dangers de la drogue. Il décède en 2014 à l'âge de 62 ans, après une vie d'excès en tout genre. Un talent gâché à la Michael Ray Richardson. Si vous voulez en savoir plus sur ce personnage haut en couleur, on vous conseille l'excellent podcast des Chroniques de Motor City. Le lien est dans la description. Mais qu'a-t-il bien pu arriver à John Brisker ? Voilà une question laissée sans réponse depuis maintenant plus de 40 ans. L'une de ces énigmes dignes de la disparition en mer de Bison Dele. Si vous ne connaissez pas John Brisker, c'est bien normal. L'ailier, originaire de Détroit, ne s'est pas spécialement illustré sur les parquets NBA. 3 petites saisons seulement, au début des 70s chez les Supersonics. Ses stats faméliques, il les doit avant tout à son comportement exécrable et sa relation conflictuelle avec son coach Bill Russell. Pourtant, avant de poser ses valises à Seattle, Brisker était un vrai bon joueur de basket. En 3 saisons sous les couleurs de Pittsburgh, il tourne à pas moins de 26 points de moyenne et participe par 2 fois au match des étoiles de la ABA. Dans une ligue de tous les excès, où les bastons sont monnaie courante, il se forge une solide réputation de bagarreur. Brisker terrifie les joueurs adverses comme ses propres coéquipiers. L'un d'eux témoigne. C'était un excellent joueur, mais quelque chose n'allait pas chez lui. Il donnait cette impression qu'à tout moment, il pouvait sortir un flingue de son sac et vous tirer dessus. Comme quoi, Javaris Crittenton n'a rien inventé. Une fois retraité des parquets, l'ex-basketteur reconverti en businessman voit ses entreprises couler une à une. Beaucoup le soupçonnent de tremper dans des affaires louches. En mars 1978, il part en Ouganda dans l'espoir, dit-il, d'y monter un business d'import-export. Le 11 avril, John passe un coup de téléphone à sa petite amie restée à Seattle avec leur fille. Depuis, plus rien. C'est la dernière trace de vie laissée par Brisker. Dès lors, les plus folles rumeurs circulent autour de sa disparition. Son ancien coéquipier, Tom Burleson, explique qu'il serait devenu mercenaire. D'autres racontent que John aurait manqué de respect à Idi Amin, le dictateur ougandais, et aurait été exécuté sur le champ. Pour le FBI, rien ne prouve qu'il se soit réellement rendu en Afrique. Brisker est déclaré légalement mort 7 ans plus tard. Mais aujourd'hui encore, le mystère reste complet. Quand on parle de sale gosse en NBA, le nom d'Isaiah Rider s'impose de lui-même. Sûrement le joueur le plus incoachable des 90s, une décennie qui ne manque pourtant pas de forte tête. Les ennuis d'Isaiah avec la justice commencent avant même d'intégrer la NBA. Alors joueur de l'université du Nevada, il passe une nuit en prison suite à un incident survenu dans un restaurant. Pas de quoi décourager les Timberwolves qui le draftent en 5e position en 93. Grave erreur, car si l'arrière se montre extrêmement talentueux sur les parquets, on retient évidemment son dunk éponyme devenu iconique lors du concours de dunk 94. En dehors, en revanche,
il pourrit la franchise. En 1996, une agression physique sur une gérante de bar pousse les Wolves à le transférer aux Blazers. À peine le deal conclu, Ryder est arrêté pour possession de marijuana et d'un téléphone portable trafiqué qui lui permet de recharger son crédit téléphonique sur le compte d'une tierce personne. À Portland, Ryder s'intègre parfaitement dans l'asile des Jailblazers. Un crachat sur un fan lui vaut d'être suspendu 3 matchs. 3 ans plus tard, désormais pensionnaire des Hawks, une bagarre sur le parking de la Philips Arena oblige Atlanta à se passer de ses services. Il atterrit ensuite aux Lakers, où même le Zen Master ne parvient pas à le mettre sur de bons rails. C'est pour dire. En 2006, il est condamné pour violence conjugale. Un bilan dont il est difficile d'être fier. Jack Molinas, souvenez-vous, le plus grand escroc à avoir joué en NBA. Enfin, jouer est un grand mot. Parlons plutôt de passage éclair. Seulement 32 matchs. Cela ne l'a pas empêché d'être désigné All-Star dès sa saison rookie. Un All-Star Game auquel il ne participera finalement pas. Pour cause, Molinas est exclu à vie de la Grande Ligue quelques jours avant le match des étoiles. La raison ? L'arrière des Pistons parie sur les rencontres de sa propre équipe et adapte son niveau en fonction. Une magouille qu'il pratiquait déjà à la fac. Une fois banni, Molinas entame une carrière d'avocat véreux et attaque la NBA en justice, tout en baignant toujours dans les paris truqués. Avec ses associés, il est à l'origine du plus gros scandale de l'histoire de la NCAA. Jack aurait soudoyé plusieurs athlètes pour qu'ils fassent volontairement perdre leur équipe. Sa combine révélée, il est condamné à 15 ans de prison. Même à l'ombre, cela ne l'empêche pas de continuer ses larcins. 2 fois par semaine, une limousine vient le chercher au centre correctionnel d'Attica où il est incarcéré pour l'emmener directement à Wall Street. Là-bas, Molinas s'improvise trader et comme à son habitude, plume tout le monde. De retour derrière les barreaux, il joue les indiques et n'hésite pas à balancer ses propres camarades de cellule. Grâce à son don pour la délation, l'ex-basketteur sort de prison au bout de 3 petites années. Par la suite, l'escroc part vivre à Los Angeles, où entre 2 pick-up games avec son pote Will Chamberlain, il se lance dans l'industrie du porno. Le 3 août 1975, Molinas est retrouvé mort à son domicile, probablement assassiné par la mafia. Une vie romanesque qui ferait un bon scénario pour Martin Scorsese. À la fin des 60s, Tom Paine, 2,18 m, est considéré par la presse new-yorkaise comme l'autre Lew Alcindor, ou si vous préférez, le nouveau Karim Abdul-Jabbar. Le pivot devient alors le premier Afro-Américain à intégrer la prestigieuse université du Kentucky. Ses performances lui ouvrent même les portes de la NBA. Malheureusement, un drame bouleverse son existence lors de sa saison rookie. Sa mère, sa plus proche confidente, décède brutalement. C'est le début de la descente aux enfers pour Paine. Le joueur des Hawks vrille totalement et commet plusieurs viols, qui lui valent d'être incarcéré jusqu'en 1983. À sa sortie, il se réinvente en boxeur professionnel, mais est de nouveau arrêté pour une série d'agressions sexuelles. All-Star Game 1980. Sur la photo de la Team Est, au milieu des Moses Malone, Larry Bird et autres George Garvin, se trouve Edward Johnson, un double All-Star tombé dans l'oubli. Il faut dire que la NBA a tout fait pour l'effacer à jamais de nos mémoires. Et à juste titre. Fast Eddie a une belle carrière. Malheureusement, comme beaucoup de joueurs de son époque, l'arrière souffre de toxicomanie. Arrivé à la retraite, il se retrouve sans un sou, contraint de collectionner les délits pour se payer sa dose. Une spirale infernale. Il passe du simple vol à l'étalage au braquage à main armée. Mais en 2006, c'est pour un crime impardonnable qu'il écope de la prison à perpétuité. Il y meurt en 2020. En NBA, beaucoup de joueurs aiment se la jouer gangster. Javaris Crittenton, lui, ne fait pas semblant. Basketteur moyen, pour ne pas dire médiocre, le meneur est surtout connu pour sa brouille légendaire avec Gilbert Arenas. Suite à une dispute intervenue la veille, Crittenton braque l'agent zéro, lui aussi armé, au beau milieu des vestiaires.
Heureusement, le pire est évité. Cette altercation marque la fin de sa carrière en NBA. Javaris laisse tomber la balle orange pour le deal. En 2015, il est condamné à 23 ans de prison pour le meurtre de Julian Jones, une jeune femme, mère de 4 enfants. Voilà qui conclut ce all-time spécial criminel. Plus que des faits divers isolés, ces histoires mettent en lumière le passif sombre de la Grande Ligue. Une époque où drogue, gangs et armes à feu gangrénaient notre NBA bien-aimé. Aujourd'hui, la plupart de ces problèmes semblent réglés. Cependant, l'exemple récent du scandale chez les Dallas Mavericks nous prouve que certains subsistent encore. Et vous, quel fait divers lié à la NBA vous a le plus choqué ? Dites-nous tout en commentaire. On se dit à bientôt pour un nouvel épisode de la Grande Ligue. Et en attendant, crossez bien.